Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. On a tenu à refaire un live aujourd'hui, puisque la communication qu'on a fait la semaine dernière a suscité des questions, des remarques, et on va revenir dessus. On a fait une synthèse de toutes les questions et on a regroupé ça dans à peu près 7 questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Alors, bien entendu, intervenez quand vous le souhaitez, si vous souhaitez rajouter des précisions ou rajouter des questions à la liste des 7. Alors, la première, je dirais, ça tourne toujours autour de la même notion. C'est votre communication est perçue par certains comme anxiogène, trop alarmiste. Pourriez-vous nous, pourquoi voulez-vous nous faire peur? Ou bien est-ce la peur le bon levier pour mobiliser les décideurs? Il y en a même certains qui ont dit, mais pourquoi ce chantage? Alors là-dessus, on voudrait revenir parce que notre premier devoir de dirigeant de Gullplug, c'est d'abord d'informer les actionnaires de la marge de l'entreprise et surtout lorsque la situation est critique, c'est-à-dire là particulièrement dans une situation de manque de trésorerie qui peut entraîner à court terme une mise en cessation de paiement. Donc là, on fait notre devoir d'information. Et notre volonté dans cette communication, c'est ni d'être alarmiste, ni de générer de la peur, mais simplement d'informer, de manière à ce que chacun d'entre vous dispose des informations, des éléments pour prendre une décision, soutenir ou pas l'entreprise. Donc ça nous semble vraiment très important et c'est une phase, je dirais, logique qui arrive cycliquement à chaque entreprise en devenir comme la nôtre. On a déjà été dans cette phase-là à plusieurs reprises, de façon plus ou moins aiguë. Aujourd'hui, je dirais que ce qui fait la différence par rapport aux fois précédentes, et on va le voir à travers la deuxième question, c'est qu'on a réuni un certain nombre de conditions qui montrent que le projet est viable. Et c'est ça qui fait la différence par rapport aux fois précédentes. Donc, pas en aucun cas une volonté de faire du chantage, c'est une volonté d'être transparent et de vous donner tous les éléments pour qu'à la fin, ce soit vous qui décidiez. Les deuxièmes questions, ça tourne toujours autour à peu près de la même chose. Donc, pourquoi n'avez-vous pas réussi à faire rentrer de nouveaux investisseurs? Ou en creux, on peut l'analyser comme ça, même s'il n'a jamais été posé vraiment directement de cette manière-là, pourquoi pensez-vous y arriver cette fois-ci? Cette fois-ci étant dans les 9 mois qui viennent. Ça va même, on a même vu à plusieurs reprises des gens qui se disent, moi, peut-être, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'un expert indépendant. Alors, déjà, tout d'abord, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Gullplug a toujours actionné en même temps, à chaque financement, 3 leviers. Le premier, c'est évidemment le financement par le capital auprès d'investisseurs. Le deuxième, c'est la dette. Et le troisième, c'est les aides publiques. Et à chaque levée, on a actionné toujours au moins 2, voire 3 de ces leviers-là. En tout, on a levé 6 millions depuis la création de l'entreprise, dont un petit tiers de capital, c'est 31%, un tiers de dette et un plus gros tiers, 36%, d'aide publique. Alors, moi, mon expérience, c'est que pour convaincre de nouveaux investisseurs, parce qu'on est à une phase de transition, c'est-à-dire, vous nous avez accompagnés jusqu'à ce point-là, et c'est le point où l'entreprise, c'était le moment le plus risqué. Alors, le plus risqué, pourquoi? Parce que, et c'est lié aux conditions qu'il faut réunir pour convaincre de nouveaux investisseurs, de nouvelles classes d'investisseurs qui sont capables de mettre plus pour nous accompagner dans une phase moins risquée, mais plus importante en montant, c'est d'abord, il faut réunir des conditions qui sont 1, un marché en croissance, 2, un produit ou un service, mais là dans notre cas un produit, une proposition de valeur qui va avec le produit,
une stratégie de go-to-market et, tout ça c'est un peu du papier, des clients qui valident cet ensemble-là. Alors, quand j'ai rejoint l'entreprise il y a 18 mois, en janvier 2021, ma connaissance de l'industrie automobile m'a permis d'évaluer que, le marché était là, en forte croissance, et avec une croissance qui est soutenue par de la réglementation, une réglementation contraignante. Donc ça, des conditions étaient réunies. Ça m'a permis d'évaluer aussi qu'il y avait un concept qui était extrêmement prometteur, qu'il existait un produit qui restait à améliorer et à adapter la proposition de valeur et le plan de go-to-market pour arriver à convaincre des clients. Et c'est ce que nous avons fait au cours des 18 derniers mois, puisque nous avons convaincu des clients. Je vous rappelle qu'on a démarré 2 projets avec 2 constructeurs automobiles du top 5, parmi les 5 plus gros constructeurs automobiles mondiaux. Et aussi, c'est ce qu'on a fait auprès de partenaires industriels. Donc, on a aujourd'hui des partenariats avec 2 industriels de la filière qui ont contribué au financement de ces derniers mois. Sur 2022, c'est près de 500 000 € qui ont été investis, pris en charge, c'est ça qui est intéressant, pris en charge directement par ces partenaires qui développent notamment le produit avec nous et qui financent ça sur leurs fonds propres. Ça veut dire que c'est du financement qu'on n'a pas eu à trouver et en plus, c'est non dilutif. Donc, c'est intéressant pour nous qui sommes, vous qui sommes actionnaires. Si vous voulez, pour moi, le rôle d'expert indépendant, il est là. Il est là. C'est les partenaires industriels qui acceptent d'accompagner, de partager le risque, de mettre à disposition des ressources, et c'est aussi les clients qui valident la solution. Donc, plus que l'expert indépendant, que j'ai été, moi, à un moment donné, parce que c'est comme ça que je suis rentré, que j'ai fait connaissance de l'entreprise. À l'époque, un fonds d'investissement, donc quelqu'un qui était susceptible d'accompagner l'entreprise dans sa phase de développement, m'avait posé la question. C'est des gens que je connais depuis longtemps, avec lesquels j'ai travaillé. Ils m'avaient dit « Henri, qu'est-ce que tu en penses ?» Et j'avais fait le bilan que je vous ai donné ici. Et pour eux, la conclusion, c'était « c'est un peu trop tôt pour nous. Revenez nous voir », c'est ce qu'ils nous ont dit, Xavier, « revenez nous voir quand les conditions sont réunies. » Ça y est, les conditions sont réunies. Alors, maintenant que ces conditions sont réunies, on a lancé la phase de recherche de ces nouveaux investisseurs et on l'a fait avec une banque d'affaires. Et au cours de ces dernières semaines, on a déjà 3 industriels qui ont manifesté un intérêt. Donc, si vous voulez, le bridge qu'on demande aujourd'hui, c'est pour pallier un trou de trésorerie, de manière à nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour négocier l'entrée de ces nouveaux investisseurs. Alors, troisième grande question, type de question. Tu pourrais dire un mot quand même sur le fait que le trou de trésorerie, souvent, sont les banques qui peuvent... Ah oui, alors c'est vrai, tu as raison. Qui peuvent combler un trou de trésorerie. Et donc, on a fait cette demande-là et on a... J'ai commencé par vous dire qu'à chaque fois, on avait actionné 3 leviers. Eh bien, la situation dans laquelle nous sommes en termes de fonds propres, on est aujourd'hui avec des fonds propres qui sont négatifs, nous empêche d'actionner 2 de ces 3 leviers. Donc, les banques ne prêtent pas aux entreprises qui ont des fonds propres négatifs et on ne peut plus avoir d'aide publique au niveau ni régional ni national, toujours pour les mêmes raisons. On n'a pas d'autre choix que de demander à nos actionnaires. Ça veut dire qu'on est dans une situation où aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix et ça veut dire que la prochaine levée, on la fera majoritairement en capital. Donc là aussi, on actionnera surtout le levier capital moins le levier dette parce qu'il faut qu'on reconstitue nos fonds propres. Et ils étaient positifs à fin 2019, on est maintenant en mi-2022
Et depuis, on a levé peu de capital, on a levé 550 000 € de capital l'année dernière, et grâce à vous. Troisième grande question qui est revenue. Vous avez défini un minimum à 250 000 € et aujourd'hui, vous nous dites on n'y arrivera pas si on n'a pas 400 000. Alors pourquoi? D'abord, il faut qu'on partage ensemble deux chiffres. On a un besoin en financement, l'entreprise a un besoin en financement aujourd'hui de 80 000 € par mois, hein, qui couvre les salaires, les frais et le coût qui nous reste sur les projets que l'on a avec les clients. Ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième chiffre, c'est que par expérience, dans la situation dans laquelle nous sommes, si on arrive à récupérer 1 € auprès de nos actionnaires, on arrivera à récupérer 1 € auprès de nouveaux investisseurs. Alors, nouveaux investisseurs, ce seront peut-être des gens qui ne sont pas dans la communauté des actionnaires, mais qui sont comme vous, comme nous, qui peuvent intervenir tôt dans le cycle, ou bien déjà des investisseurs qui préparent le coup d'après. Et on a déjà des contacts en cours avec des investisseurs privés, personnels, hein, et aussi, j'ai mentionné tout à l'heure, 3 industriels qui ont déjà déclaré au cours de ces quelques dernières semaines un intérêt pour investir dans la série A qui est prévue au premier semestre 2023 et éventuellement aussi dès maintenant. Alors maintenant qu'on a retenu ces deux chiffres, on a dans un premier temps, et ça c'était l'année dernière, au début de l'année 2022, on avait estimé que la recherche d'investisseurs nous prendrait 4 mois avec un aléa de 2 mois, ce qui voulait dire qu'on avait besoin d'un financement de 6 mois, soit de l'ordre de 500 000 €. Et donc on avait dit, on met un minimum à 250 000 €. Aujourd'hui, on a lancé l'opération avec du retard, avec 2 à 3 mois de retard. On pourra revenir d'ailleurs sur les raisons qui nous ont amenés à prendre ce retard-là. Et la situation a changé. La situation sur le marché a changé et il est clair qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus prudent de penser que la recherche va durer 6 mois avec 3 mois d'aléa. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recherche un financement de 9 mois. 9 fois 80, ça ne fait pas 800 000 €, ça fait ça fait 720 000, hein, on est d'accord. Mais on a aussi, comme on a été amené à repousser la date de closing de la levée en cours, ça nous a amené aussi à devoir financer un mois de plus. Donc voilà, retenez 800 000 €, d'où la moitié venant des actionnaires, d'où ce seuil à 400 000. Alors, la question ensuite qu'on nous pose souvent, c'est comment allez-vous compléter à hauteur de 800 000 € et qui est le besoin réel pour arriver à convaincre ces nouveaux investisseurs. Alors, on l'a dit, hein, je vous l'ai dit, on va la compléter auprès d'investisseurs, 2 classes d'investisseurs, des investisseurs privés ou des industriels. Alors, c'est soit des gens qui vont accompagner juste pour ce coup-là, ou soit des gens qui commencent à prendre le train suivant. Et notamment, donc, comme je le disais, on a approché des investisseurs personnels et des industriels. Alors, il y a aussi une question qui est revenue. Comment moi, qui ai investi 100 € ou 200 €, puis-je avoir un impact sur les 150 000 qui restent à trouver là? Alors, c'est idiot, hein, mais c'est un petit calcul tout bête. Depuis 2018, vous avez été 1524 à investir dans Bullplug à travers de WeSeed. Il reste 150 000 € à trouver, d'ailleurs un peu moins maintenant, puisqu'on est à 275 000, je crois, hein, ce soir. Donc 125 000 €. Si chacun de ces 1524 met 100 €, ça fait le joint. Donc, même en mettant 100 €, 200 €, 300 €, on contribue, et c'est tout l'intérêt des fonds collaboratifs. On peut accepter de prendre des risques parce que chacun individuellement met des sommes à son échelle qui sont supportables avec le niveau de risque en question et on multiplie ça par un grand nombre de personnes. Donc, même si vous voulez mettre
100, 200, 300, eh ben, ils vont contribuer parce que vous serez nombreux à le faire. Et il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas se dire, moi, je peux ou je ne veux mettre que 100, 200, ça ne servira à rien. Ben non, ça servira parce qu'on est nombreux. Alors, une autre question aussi qui revient, êtes-vous prêt à réviser les conditions liées aux obligations convertibles? Elles sont de deux natures, hein, le rendement et puis les conditions de conversion. Sur le rendement, c'est vrai que entre le moment où on a ouvert la collecte, c'était 21 juin, c'est ça, hein, et aujourd'hui, la situation a évolué, ça c'est clair. Ne serait-ce qu'il suffit de regarder, la BCE a fait évoluer son taux de base de 0,5 points et on parle d'autres évolutions dans le but de contenir l'inflation. Alors, on est prêt à faire quelque chose et on est prêt à prendre en compte cet accroissement et porter le taux de rendement à 10% annuel, à la place des 9% tel que c'était prévu, pour tenir compte justement de l'évolution. Septième point qui est revenu assez souvent aussi, c'est, mais dites-moi, pourquoi est-ce que la collecte en cours n'est pas ouverte à la communauté WICID au-delà des investisseurs? Au-delà des 1524 des 1524 que vous êtes, que vous êtes. Alors d'abord, ça, c'est une décision WICID. Et c'est une décision WICID qui a été de dire, on restreint à simplement les actionnaires des 3 premières levées. Et WICID a justifié cette décision en disant que leur exposition était trop importante compte tenu du niveau de risque pris. Alors, si vous voulez, un nouvel investisseur qui rentrerait aujourd'hui en obligations convertibles, il le ferait à un niveau de risque qui est, compte tenu des avancements de ces derniers mois, sur les clients notamment et les partenaires industriels, qui sont validés par les clients et les partenaires industriels, le niveau de risque est très inférieur à celui qui prévalait au moment de la première levée, ou encore au moment de la deuxième, voire même au moment de la troisième l'année dernière. Et évidemment, ces investisseurs, leur exposition, elle est nulle, parce que pour l'instant, ils n'ont encore rien mis. En tout cas, elle est nulle ou elle est beaucoup plus faible. Donc, la question, ce n'est pas notre décision. Donc, la question, si vous voulez, il faut la poser à WICID. Et la question que vous pouvez poser, les questions que vous pouvez poser à WICID, c'est est-ce que cette position qui a été prise, elle sert vos intérêts? Vos intérêts de vous qui avez investi au moment où il y avait plus de risques sur les 3 premières levées. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est pareil. Pourquoi ne pas faire bénéficier à la communauté des WICIDers, ceux qui ne sont pas encore actionnaires, qui ne sont pas actionnaires de Gull Club, d'une opportunité d'investissement moins risquée que celle qui a été proposée en 2018, 19 et 21. Sachant que, alors, ça, c'est la décision de WICID. Aujourd'hui, vous venez nous voir en nous disant « Je connais quelqu'un qui est prêt à investir, qui est intéressé par le dossier, qui est prêt à investir. » Nous, on est prêt à les accueillir. Il n'y a pas de problème. Le contrat d'obligation convertible, enfin, ce qui vous est offert aujourd'hui, cette opportunité-là, on est capable de l'étendre à d'autres personnes, mais pas à travers WICID, en tout cas pas pour le moment. Et, au demeurant, dans la dernière semaine, on a été contacté par plusieurs actionnaires, WICIDers, qui nous ont mis en relation avec d'autres personnes qui sont prêtes à investir dans le cadre de cette opération-là. Et on était tout à l'heure, il y a une demi-heure, en call avec l'un d'eux. Voilà, ça, c'est... On a essayé de regrouper à travers cette question les questions qui ont été posées le plus souvent. Je ne sais pas si vous avez posé des questions entre-temps. Est-ce que les réponses qu'on vous a apportées à ces questions-là vous satisfont? Et ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions ou des besoins d'éclaircissement sur les questions qu'on a sélectionnées là? Je
très étonné, hein, parce que Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez le faire soit sur le menu discussion, soit sur l'onglet Q&R, là, les questions et réponses. Donc, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre, vous pouvez poser votre question si vous en avez une. S'il n'y a pas de questions qui viennent, c'est que les réponses, j'espère, étaient claires, transparentes. si vous voulez, ouais, c'est ça qui est important. On a toujours pris le parti. Ah, si, voilà. Une question. Si j'ai bien entendu, cette réponse a la possibilité d'accepter de l'argent de personnes autres que des Wicideurs. Pourriez-vous communiquer là-dessus et demander à Wicid de partager cette info avec tous les actionnaires actuels de Gulploy? Ah oui, ça on peut le faire, bien entendu, oui, oui. Oui, oui, évidemment. Et je vous dis, là-dessus, Wicid a décidé de ne pas ouvrir, mais nous, on est ouvert. Et vous, si vous avez dans votre communauté, dans votre entourage, des gens que vous connaissez qui peuvent être intéressés, on est prêt à les accueillir dans cette 4e collecte, dans les mêmes conditions que vous. Je suis d'accord. Quelqu'un dit, je ne sais pas, ça me paraît très important. Oui, c'est très important. C'est pour ça qu'on voulait faire cette communication supplémentaire. On a toujours agi dans un souci de transparence. Donc, ne pas partager avec vous la situation de l'entreprise irait contre nos principes, contre nos valeurs à nous. On l'a fait de manière transparente, directe. Et moi, j'ai une conviction, je la martèle un petit peu depuis qu'on fait ces lives. Pour moi, le succès de Self-Plug, il est aujourd'hui prouvé. Et la vraie chose c'est est-ce qu'on va aller chercher ensemble les fruits de ce succès-là? Si ce n'est pas le cas, eh bien, il arrivera ce qu'il arrive à toutes les entreprises de technologie. Il y en a plein à qui ça arrive hein, crise de liquidité et arrêt. Là, je pense que si ça nous était arrivé avant, ça aurait été la fin de l'histoire. Compte tenu des avancées avec à la fois les clients, les partenaires industriels et les gens qui commencent à montrer de l'intérêt pour pouvoir investir ensuite, je pense que ce ne serait pas la fin de l'histoire de Self-Plug, mais ce serait la fin de notre investissement, de votre investissement, de notre investissement et du travail que nous, on a fourni et qu'on devrait fournir dans les années qui viennent. C'est-à-dire, ce serait la fin d'une histoire qu'on a contribué tous à écrire ensemble. Voilà. Oui, ça serait repris par d'autres. Il faut peut-être bien expliquer oui, ça. Ça s'appelle pas une vente, ça s'appelle une liquidation. Et donc, dans la liquidation, il n'y a pas de repreneur des actions des actionnaires que nous sommes. Ainsi, on ne sait pas ce qui se passerait. Si on arrivait à une situation de cessation de paiement, il y aurait une procédure collective qui serait ouverte. La poursuite ne serait pas possible, donc un repreneur pourrait être cherché rapidement. Et c'est là où un mandataire regarderait les clients, ceux qui ont manifesté un intérêt, et les partenaires. Et peut-être que ça se ferait autour de ça. Si vous voulez, tout ça n'existait pas il y a 12 mois. C'est un peu ça qui change la situation. Je crois qu'il faut bien l'expliquer, bien le reformuler. Il y a encore une question qui vient, sans être oiseau de mauvais augure, que se passerait-il concrètement si la société n'arrive pas à lever les 400 000 €? Voilà, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est que si on n'y arrive pas là, à lever les 400 000 €, on va être en cessation de paiement. Et si on est en cessation de paiement, il y a quelqu'un qui rachètera, mais il ne rachètera pas nos parts. On ne sait pas ce qui se passera. Ce qui se passera de manière certaine, c'est qu'il y aura une procédure collective. Cette procédure collective, elle ne pourra pas conclure à une poursuite, parce que pour poursuivre, il faudrait à nouveau recapitaliser. Et recapitaliser, si on n'a pas réussi à le faire à travers
l'action qu'on a en cours auprès des actionnaires, ce n'est pas le mandataire qui va y arriver. Donc, le seul levier qui lui restera, avant de prononcer la liquidation, c'est de rechercher rapidement des repreneurs. Il ne va pas passer des années, il ne va pas passer 6 mois à aller rechercher des repreneurs. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir les clients et les fournisseurs. Donc, dans les fournisseurs, c'est nos partenaires. C'est nos partenaires qui acceptent, qui sont nos fournisseurs et qui acceptent de financer sur leurs fonds propres. Et ils feront un tour. Et ils feront un tour aussi auprès des quelques industriels qui ont fait la démarche de nous dire on est intéressé. Qu'est-ce que ça donnerait? J'en ai aucune idée. Mais ce levier-là n'existait pas il y a 12 mois. On doit le mentionner. On doit vous le mentionner. Ça fait partie de la photo qu'on fait de l'entreprise. Il y a deux questions qui reviennent au même, c'est rachat par investisseur, certes, mais les brevets, la valeur intrinsèque de l'entreprise, point d'interrogation. Quelle est la valeur des brevets? Donc oui, il y a une valeur de brevet. Il y a une valeur brevet. Il y a une valeur brevet, ça c'est certain. Maintenant, les brevets, il faut, pour exploiter des brevets, il faut une équipe, il faut un management, il faut… Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui va disparaître si jamais on est en cessation de paiement. Alors, un repreneur industriel, voilà, un repreneur industriel, en cessation de paiement, repreneur industriel. Un repreneur industriel, lui, pourrait se dire, bah, moi, je connais la filière, j'ai mes équipes et j'estime, bah, en plus, j'y investis tant, j'ai pas envie de perdre, bon, bah, j'estime que je vais pouvoir faire ce que l'équipe Gulplug voulait faire, c'est-à-dire chercher des investisseurs et je refinance l'entreprise à hauteur de 9 mois, ou donc les 800 000 € dont on parle. Ça, un repreneur peut le faire. Et un repreneur pourra convaincre un mandataire social de faire ça. Mais ça se fera sans vous, sans nous, hein, ceux qui avons investi, et sans nous aussi en termes d'équipe de management. Donc, si vous voulez, si on doit perdre, on perdra tous. Il n'y aura pas de traitement de faveur d'une classe de population par rapport à une autre. Quel est le cash burn de la société jusqu'à la potentielle levée en série A? Eh bien, 80 000 € par mois. 80 000 € par mois, c'est ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde, on a fait baisser ce cash burn sur les 18 derniers mois. Alors, on l'a fait baisser et on a fait plus de choses. Il n'y a pas de miracle, hein. On a fait plus de choses parce qu'on a déporté des choses chez les partenaires. C'est ces fameux partenaires qui ont déjà mis plus de 500 000 €. Hein, c'est en grande partie comme ça qu'on a fait baisser. Qu'est-ce qu'on a fait aussi au cours des derniers mois? On a vendu l'activité des capteurs. Donc ça nous a permis, et si on a pu se décaler l'opération de quelques mois, c'est en grande partie grâce à ça. Alors, un rebond sur la question sur les brevets et tout ça, hein, mais une valeur ne permettrait-elle pas de récupérer ces billes? Une valeur de brevet, donc il faut peut-être expliquer. Le problème, si vous voulez, les brevets, bilan, hein. Les brevets, aujourd'hui, c'est un paquet de papier. C'est tout. Un mandataire, pour lui, ça vaut rien. Ça vaut rien parce qu'il faudrait qu'il retrouve un repreneur. Donc, c'est un repreneur qui est important. Donc, s'il discute avec un repreneur, il va mettre en avant le carnet de commandes et les brevets. C'est ce qu'on fait d'ailleurs vis-à-vis des investisseurs. Vis-à-vis des investisseurs, un des arguments, c'est de dire, bon, on a un marché, on a une solution, cette solution et ce marché sont protégés par des brevets. On a aujourd'hui un portefeuille de brevets de 10 brevets qu'on a doublé dans les 18 derniers mois, hein, et on en a encore de l'ordre de 4 ou 5 sur lesquels on travaille actuellement et dont on va décider de les déposer dans les 6 mois qui viennent. Alors, est-ce qu'on en déposera 3, 4 ou voire même 5 sur les 5 projets qu'on a en cours? Je ne sais pas vous dire. Mais c'est en permanence, on fait évoluer ce portefeuille de brevets. Mais intrinsèquement, ce n'est pas un actif, ce n'est pas une machine, un bâtiment. Un portefeuille de brevets, ça se valorise très difficilement. Ça ne peut se valoriser qu'à travers un industriel. Donc, un repreneur. Et ça paiera la dette d'abord. Oui, mais de toute façon… Non, mais il y a des règles comptables qui font que ce n'est pas les investisseurs que nous sommes et que les WeSeeders et que les associés cofondateurs sont qui récupéreront le moindre centime
de la vente de brevets. En cas de mandat comme ça, les premiers servis, c'est la TVA, l'URSSAF, c'est l'État. Donc TVA, URSSAF, les salariés qui sont protégés, première chose, les salariés qui sont protégés aussi. Et les actionnaires ne voient généralement rien, les fournisseurs non plus généralement. Ça fait un moratoire où on rembourse 5% sur 10 ans. Ça va du bas de bilan au haut de bilan. Et nous, on est en haut de bilan, vous êtes Whitcapper haut de bilan, nous, on est haut de bilan, et ça n'atteint pas les sommets des hauts de bilan quand on vend du brevet. Et encore une fois, pas de vente de brevet sans repreneur. C'est mon expérience personnelle. Alors, savez-vous combien de whissiders distincts ont investi dans Gullplug depuis le début? Sur les 1300, combien y a-t-il d'individus distincts? Alors, en fait, moi, c'est 1524 individus distincts. Oui, 1524, c'est les 3 premières levées. Mais aujourd'hui, on est à 52% de la target et il y a 26% des investisseurs qui... 26% des 1524 ont investi. Et ça nous amène à 275 000 €. On a fait un pointage il y a 1 heure. Je ne sais pas si je réponds à la question là. Donc, si vous voulez, sur les, j'ai dit combien 26%, il reste 75, allez, on va simplifier, il y a 75% des 1500 qui sont encore, qui peuvent mettre chacun. Il en reste plus de 1000. Il en reste plus de 1000. Sur les plus de 1000, on met 100, 200 € et on arrive, on boucle le tour. Pour ça, il faut qu'on arrive à secouer un peu le cocotier et à alerter aussi. C'est le but du jeu de ces informations-là. Ce n'est pas de faire peur à quiconque, c'est juste de transmettre l'information pour que le 1500 Whitcapper puissent réinvestir 100 à 200 € à hauteur de leurs moyens, à hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Alors, on n'a plus de questions nouvelles. Pas de questions nouvelles. Si. N'hésitez pas à préciser cela. Si chacun des 1000 qui n'ont pas encore donné mettent 100 à 2, le tour est bouclé. Eh oui. On le dit, on le redit, on va le redire encore. Et c'est justement la force des fonds collaboratifs. C'est que ensemble, on est prêt, en mettant chacun des sommes faibles dans l'absolu, eh bien, on peut financer des opérations qui sont plus risquées. Mais je suis d'accord, il faut parfois répéter ce qui est évident, et ça mériterait bien une bonne news WICID. Ouais. Vous allez la voir apparaître. Donc, vous allez la voir apparaître en caractère de 48 gras. Donc, moi, ma conviction est faite, Self-Plug sera un succès, et je suis, serein. Je pense qu'on peut y arriver aujourd'hui. Il nous reste 4 semaines, et je ne vois pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas y arriver. Donc, je suis serein, on va y arriver, et je peux vous dire, en ce moment, on a beaucoup de contacts clients. On parle énormément des constructeurs automobiles, parce que c'est les plus importants, et c'est par eux qu'on va tirer le marché. Mais on a aussi, on a fait évoluer le produit, et le produit, on se rend compte que grâce à son évolution, il est compatible d'autres usages. Les bus, les camions. Et là, on a commencé des contacts avec les 4 des 5 plus grands fabricants de poids lourds, donc bus et camions européens, et ça marche. En ce moment, on a des réunions avec ces gens-là. Et le produit est adapté aussi à ces besoins-là. Alors, ce n'est pas ça qui va tirer les volumes, mais c'est important de voir que c'est un marché, le produit est bien né, il correspond réellement aux besoins. Alors, merci pour les réponses. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur le développement de la Self-Plug via les différents programmes avec les partenaires, échéances en vue d'un ou plusieurs projets industriels potentiels et déjà engagés? Oui. Alors, avec les clients, 2 projets en cours avec chacun un des 5 plus grands constructeurs mondiaux.
Avec l'un, on a déjà fait une proof of concept complète et on est à un tiers d'un projet d'advanced engineering. On vient de franchir un jalon et c'est un jalon dans lequel la solution de référence de ce constructeur-là en termes de recharge automatique, c'est Self-Plug. C'est-à-dire il a fait une analyse sur tout le marché, hein, ça c'est le jalon technique. Il a fait l'analyse sur tout le marché de toutes les solutions possibles et celle qui ressort, c'est Self-Plug. Ce jalon-là, il vient d'être passé il y a quelques jours. Reste à passer. Explique bien, il y a preuve de concept là, à l'époque. Alors, Advanced Engineering. On a un processus pour aller jusqu'à la mise en série en 7 étapes. Je ne vais pas tout détailler, mais les étapes clés, c'est d'arriver à identifier les personnes clés dans la décision, de les convaincre de la proposition de valeur, ça c'est l'étape d'après, et de passer à une étape de proof of concept, où là, on démontre très rapidement que notre produit correspond à leurs besoins. Et ça, on a développé quelque chose qui est assez unique dans l'automobile. C'est-à-dire, on leur demande un véhicule et sous 3 à 4 semaines, on leur renvoie un véhicule équipé, sans leur demander de support. Parce que souvent, et ça c'est mon expérience dans le domaine de l'automobile, les constructeurs ont pas beaucoup de budget et encore moins d'équipes. Et c'est plus facile d'avoir un budget qu'une équipe. Donc on leur dit, vous nous envoyez la voiture, on leur demande quelques données techniques, vous nous envoyez la voiture, 4 semaines après, on vous la renvoie équipée. Et on vous aide, on vous la renvoie avec un ingénieur et on vous aide à faire une expérimentation. Et ça permet de lever les risques techniques vis-à-vis du client. L'étape d'après, c'est de rentrer dans un programme qu'on appelle d'Advanced Engineering, où là, le client va vérifier l'adéquation du produit à toutes ces plateformes, alors donc typiquement, est-ce que ça va rentrer dans les voitures? Est-ce que ça correspond à leurs besoins? Est-ce que d'un point de vue économique, c'est là où ils vont valider la proposition de valeur? C'est là où ils vont valider aussi tout le schéma industriel que l'on propose. C'est là où nous en sommes avec le premier client. Le deuxième client, on est dans la phase de proof of concept. On a reçu la voiture il y a 4 semaines. Alors, on les a convaincus, on les a rencontrés. On a reçu la voiture il y a 4 semaines, elle s'en va lundi. Elle est équipée, elle a fonctionné pour la première fois aujourd'hui et on va faire des tests fonctionnels jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir la renvoyer lundi. On est en cours de discussion pour un programme d'Advanced Engineering avec un autre constructeur du top 5, donc avec qui on a déjà fait une POC. Pour lui, c'est OK, les risques techniques principaux sont levés. Et la décision va intervenir dans le 4e trimestre de cette année. On est en discussion avec un 4e de ces 5 plus grands constructeurs mondiaux pour lancer une proof of concept. Et la décision devrait intervenir là aussi au 4e trimestre. Peut-être, oui, au 4e trimestre, pas avant la fin du mois, donc au 4e trimestre. Ça, c'est la situation vis-à-vis des clients. Vis-à-vis des partenaires industriels, on a besoin de trouver déjà quelqu'un qui va nous aider à développer notre système, à développer le composant principal qui est la grande unit, hein, donc la partie qui est au sol sur la place de stationnement, qui est reliée à l'infrastructure. Et on est, nous, capables de l'imaginer, de faire le concept, de la spécifier, de spécifier tout le système et de spécifier ce composant-là. Mais le réaliser, le développer les cartes électroniques, les logiciels embarqués, toute la mécanique qui va autour, on n'a pas la capacité de le faire. Ce n'est pas une start-up de 7 personnes qui est capable de faire ça face à un constructeur qui nous met en face une équipe de 30 personnes. Donc, on a recherché un partenaire industriel qui est une société d'engineering qui est spécialisée dans le développement de systèmes embarqués électroniques, donc systèmes, logiciels et mécanique et mécatronique, hein, électronique et mécanique. Et cette société, ce sont des gens avec qui j'ai travaillé depuis de nombreuses années. Au demeurant, la société s'appelle E2CAD.
et elle est constituée de plusieurs ingénieurs avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient dans mes équipes. Je leur ai présenté le projet et ils m'ont dit « Ok, on y croit, on est prêt à faire les développements et on les financera sur nos fonds propres. » Donc, en 2022, cette contribution montera à 500 000 €. Donc, c'est 500 000 € qu'il aurait fallu qu'on dépense nous, qu'il aurait fallu d'abord qu'on lève auprès de vous et qu'on dépense ensuite. Ça, c'est un point, c'est important parce qu'il contribue directement au financement de l'entreprise sous forme non dilutive, parce que tout ce qu'on n'a pas à lever en capital, ça fait de la dilution au moins pour vous, les actionnaires. Mais ce n'est pas le seul effet. L'autre effet, c'est que souvent, dans les phases de croissance, ce qui freine une start-up, c'est la capacité à recruter les bonnes personnes au bon moment. Comment on fait pour attirer un ingénieur système embarqué, un ingénieur de logiciel temps réel, quelqu'un qui est capable de concevoir de la mécatronique, quelqu'un qui est capable d'industrialiser, ça, c'est très compliqué. Et l'avantage de recourir à ces partenaires-là, c'est qu'ils ont un vivier de personnes. Et ils ont intérêt à ce que ça marche, puisqu'ils ont investi dedans. Et vous pensez bien que avant d'investir, leurs clients, c'est nos clients, ils connaissent le secteur, ils sont allés se renseigner. Donc, on parlait tout à l'heure de recours à un expert qui pourrait nous donner, qui pourrait vous donner du confort. Ces gens-là, eux, ils ont fait la démarche et c'est peut-être eux qui, en ayant investi, peuvent vous donner ce confort-là. Voilà, c'est pour ça que ces partenaires sont importants. Alors, je vous ai parlé de 2CAD parce qu'ils nous accompagnent pour la partie système et le composant qu'on va vendre à terme. Et on a aussi un licencié qui est une entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un équipementier qui est fournisseur de rang 1 des constructeurs et qui est notre licencié pour la partie embarquée dans le véhicule. Parce qu'une chose est claire, et ça c'est mon expérience de l'automobile, nous ne sommes pas dimensionnés pour pouvoir interagir avec un constructeur, particulièrement sur une pièce embarquée, sur un sous-système embarqué. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu absolument à ce que très tôt, on s'entoure de peut-être plusieurs équipementiers de rang 1 qui soit capable de nous accompagner et qui sera un licencié. Donc, il va développer la partie embarquée dans le véhicule sur ses fonds propres, donc c'est ça qu'on aura moins à faire et à financer, et demain, il nous servira des royalties. Donc, ce sont des royalties qui sont comprises entre 5, 4, 3, 2, 2% et qui vont courir pendant toute la vie du produit. C'est donc un revenu supplémentaire. Ça, c'est compté dans notre business plan. Inversement, la société d'engineering, 2CAD, c'est comme eux, aujourd'hui, ils développent le produit, c'est nous qui allons leur servir des royalties, dans les mêmes ordres de grandeur, royalties sur la partie grande unit, c'est 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'à 1% des ventes futures. Alors, il y a eu une remarque sur est-ce qu'on est intéressé par d'autres investisseurs ou des sociétés d'investissement comme Otium, l'ex-patron de la société Prime Minister ou Marc Simoncini, créateur d'Emetic. Alors, si vous voulez, quand on est dans une phase où on est pris par le temps, parce qu'on a 3 mois devant nous pour arriver à trouver le complément jusqu'à arriver à 800 000 €. Donc, ce mois-ci pour arriver aux 400 000 et puis les 3 mois après pour les 800 000 €. Il faut avoir une introduction personnelle. Là, c'est ce qu'on a eu. On avait, comme je vous le disais tout à l'heure, une discussion avec quelqu'un qui pourrait être un investisseur qui peut accompagner la suite. C'est un investisseur privé. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais on a eu cette discussion-là et il a été contacté par un WeSeeder qui nous a dit, voilà, lui, je le connais, tac, on a présenté le dossier ensemble et voilà, c'est démarré. Autrement dit, donc, si vous avez des relations privées, personnelles avec ces gens-là, oui,
Si vous n'avez pas de relation avec eux, ça prendra trop de temps et ça, de remonter à ces gens. Voilà. Et ça, si vous voulez, si on n'a pas de relation personnelle avec eux, plus exactement, je vais le tourner différemment. Pour ceux avec qui nous n'avons pas de relation personnelle ou vous n'avez pas de relation personnelle, on va le faire, mais à travers la banque d'affaires. Parce que ça, c'est leur métier. Ils savent accéder. Hein, c'est un truc que ils savent accéder. Eux, comment ils font? C'est une banque d'affaires qui, ça fait, Alex, ça fait 25 ans qu'il est sur le métier, ça fait 25 ans qu'il fait des deals, et quand il a fait un deal qui a bien marché, il retourne voir celui avec qui il a fait le deal qui a bien marché, et il lui dit, écoute, aujourd'hui, là, j'en ai un qui est bien, je vais t'expliquer pourquoi, et c'est comme ça que ça marche. Donc, on est preneur de toute idée de connexion, là où vous avez une connexion, une entrée personnelle, si vous voulez. Absolument. Donc, je crois que là, on est un peu au bout des questions que vous nous avez posées. Ceux qui auraient des idées, des suggestions, il est possible de nous contacter directement pour qu'on poursuive. On l'a fait, hein, on l'a fait et on le fera. Voilà. Je ne sais pas si on a des questions nouvelles. A priori, non. Écoutez, si ce n'est pas le cas, je ne vois pas, non. Non. Si ce n'est pas le cas, écoutez, je vous remercie pour votre attention, le temps que vous nous avez consacré. J'espère que ça a contribué à vous apporter des informations nouvelles et n'hésitez pas à partager. Et on retient la suggestion. On va bien entendu partager l'idée que 1000 fois 150 €, ça fait 150 000 € et c'est ce qu'on cherche. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Évidemment, c'est enregistré, donc il y aura un replay. Ça sera mis en ligne par WICID. Passez une belle soirée. Merci.